La politique qui nous touche réellement. Ouais, parfait. C'est pas une question d'opinion, c'est un fait. Alors, messieurs, dames, le débat est lancé. Voyons donc. Mais c'est ça, c'est un conflit de classe. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce deuxième podcast de Conflit de classe. On est présentement au Brewpub Brouhaha devant un merveilleux public. Oui, vraiment. On peut ce soir. Un public généreux. Quand Ah. même, là, on est choyé, là, ça, faut se le dire. Faut pas l'oublier. Absolument pas. Je suis présentement en compagnie de mon frère Gabriel Beauchemin. Mon nom est Olivier Beauchemin. On vous présente donc le deuxième podcast de Conflit de classe avec un sujet assez, Oui. assez riche. Hein? Poignant quand même. On ouais. est dans l'actualité du jour. Ouais. Vraiment, ça s'installe. C'est quoi le sujet? C'est 15 $ de l'heure. Salaire, pour ou contre le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Ouais. Donc voilà, rapidement, c'est un balado d'actualité politique. Il va y avoir un débat en deuxième partie de l'émission. Dans une première partie, nous, on va se charger de contextualiser tout ce qui en ressort, de mettre ce sujet-là en contexte, d'éclaircir les nœuds. C'est important pour nous, en fait, de prendre cette première partie-là de vulgarisation. On trouve que, malheureusement, en politique, actuellement, on vit un certain cynisme, on vit une forme de désillusion, un manque de confiance envers les politiciens. Et puis, ce qui peut au moins rester de ça, c'est peut-être les idées. C'est-à-dire de remettre en perspective toutes les idées politiques qui se trouvent autour de nous et de les remettre en contexte, bien de les définir. Alors, c'est ce qu'on va faire en première partie d'émission sur des beaux pupitres d'école. Hein, oui, comme, quand même. Je sais pas si vous avez remarqué les balles de tennis en dessous des pattes. Oui. C'est vraiment, là, on a le cachet complet. Absolument. Pour retourner aux bases, du moins, de la politique. Et par la suite, il y a une deuxième section de débat. Exact, un débat par la suite. Rapidement, pourquoi le débat? C'est simplement parce qu'on faisait le constat que des émissions de débat au Québec, il n'y en a pas vraiment. Quand il s'agit de débattre en politique, c'est beaucoup plus de partisanerie, c'est beaucoup plus électoraliste, c'est pour savoir quel parti est plus haut dans les sondages. Bref, toutes sortes de questions là, qui ont pas vraiment à voir avec les idées. Puis le but aujourd'hui, donc, puis de ce balado-là, c'est justement de revenir aux idées, puis de confronter des idées, puis essayer de voir là, qu'est-ce qui peut ressortir d'un enjeu. Alors, on aura le schéma argumentaire en pour et contre, évidemment, qui vous sera présenté. Voilà. On commence donc avec le premier sujet. Salaire minimum à 15 $ de l'heure. On va se permettre de le définir. En fait, peut-être même en histoire, tout d'abord. Cette belle aventure-là là, de 15 $ de l'heure a commencé à Seattle, en fait, en 2014. C'est à ce moment-là, en fait, que vraiment l'idée là, du 15 $ de l'heure est apparue. Ça s'est vraiment confirmé à SeaTac pour la première fois dans une ville des États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont la possibilité, en fait, de voter pour un salaire minimum, contrairement à ici au Québec où c'est une juridiction provinciale. Et de plus en plus, par la suite, là, des États, des villes ont commencé à s'intéresser à la chose et à commencer à militer pour le 15 $ de l'heure. On a eu, entre autres, les États de New York et de la Californie qui ont, en 2016, ratifié des projets de loi pour l'installer officiellement, donc d'une manière étatique, dans l'État vraiment, jusqu'en 2022, là, donc progressivement. Du point de vue canadien, en Ontario, il y a Kathleen Vine qui a annoncé une augmentation rapide du salaire minimum qui allait s'échelonner là, jusqu'en 2019, en janvier 2019. Bon, l'arrivée de Doug Ford au pouvoir tend à remettre en perspective cette politique-là. Il a annoncé d'ailleurs qu'il s'il était élu, en fait, il allait couper complètement cette hausse à 15 $ de l'heure. Alors, Là, on est rendu à 13,60, je pense. Oui, c'est ça. En Il y a Ontario. une première hausse. Il y a une première étape, mais ça arrêtera là. C'est peut-être pas pire, malheureusement. Donc, reste à voir pour la suite. En Alberta, ça a été annoncé en 2016 également. Et c'est le 1er octobre 2018 que le salaire va être à 15 $ de l'heure. Colombie-Britannique, le salaire minimum à 15 $ de l'heure sera vraisemblablement atteint en 2021. Alors, on sent que ça bouge quand même hein, au niveau des provinces. Au Québec, maintenant, qu'est-ce qu'il y en est? Si on se concentre au salaire minimum du Québec, on est présentement à 12 $ de l'heure. Quand on dit 12 $ de l'heure, en fait, c'est qu'on a subi une hausse de 75 cents en mai dernier. Ce qui est quand même une grosse hausse là, pour le salaire minimum. D'habitude, on est en comparativement 15... à ce qui se fait normalement. Ben oui, annuel, du moins 15, 20, 25 sous à chaque année, qui normalement suit un peu l'inflation. Dans ce contexte-ci, on a vraiment quand même augmenté un peu largement pour atteindre le 12 $. Et bon, c'est ça. C'est vraiment pas. C'est une idée qui bouge beaucoup, mais qui est vraiment pas faite au Québec. Plusieurs partis se sont positionnés. Québec solidaire a entre autres dit qu'il serait d'accord avec le 15 $ de l'heure s'il prenait le pouvoir en octobre prochain. Parti québécois serait d'accord également, mais pour une augmentation progressive jusqu'en 2022. Donc, à peu près dans le même sens que les États-Unis là, pour certains États. Coalition Avenir Québec prônerait une augmentation progressive sans objectif réel. Alors, on peut se questionner qu'est-ce que ça représente. En fait, probablement le statu quo actuel. Même son de cloche au niveau du Parti libéral du Québec. Quoique là, avec Alexandre Taillefer qui a rejoint l'équipe libérale puis qui avait autrefois prôné l'augmentation à 15 $ de l'heure, peut-être que... C'est une nouvelle perspective pour le Parti libéral du Québec. Ici. Ce sera à voir.
Au niveau du ministère du Travail actuellement, au niveau statistique, on dénombrerait 353 000 Québécois, Québécoises qui sont payés au salaire minimum. C'est quand même un bon nombre. Et là-dessus, 60% seraient des femmes. Alors quand même, on a ces perspectives statistiques-là qui peuvent nous aider à bien saisir la situation au Québec. C'est important de mentionner que le salaire minimum touche les salariés. Et quand on dit ça, c'est qu'évidemment, il y a plusieurs travailleurs autonomes, travailleuses autonomes qui ne sont pas dans ce contexte de travail-là et qui ne seront peut-être pas touchés par le salaire minimum. Il y a également d'autres manières d'être payé dans la vie, au projet, à l'année, qui ne contient pas nécessairement l'idée de l'horaire dans le salaire. Ni d'un salaire à l'heure. Oui, exactement ça. Donc, évidemment, ça ne touchera pas tout le monde, cette idée-là, mais quand même, les perspectives vont toucher une bonne partie des Québécois, Québécoises. Et c'est peut-être important également de mettre le clin d'œil du revenu minimal garanti. C'est une notion qui existe également, qu'on nomme pas souvent. C'est l'idée d'un salaire citoyen qui existe aussi, qui a été souvent lancée dans les débats. L'idée qu'on serait payé, en fait, à être citoyen et non pas, et donc il y aurait un minimum qui serait garanti finalement par citoyen. Ça remplacerait en certaines sortes certaines politiques du bien-être social. Voilà. Bon, évidemment. Donc, une autre idée Une pour autre essayer idée de en l'air. sortir des gens de la pauvreté. Oui, au final, absolument. là, qui peut être comparée à celle d'augmenter le salaire minimum de l'heure. Exactement. Donc, c'est un peu ce qui décrit la situation québécoise au niveau du salaire minimum, là, ou du moins les débats pour le 15 $ de l'heure. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on parle de salaire minimum, mais on a vraiment, au niveau de l'histoire, pas tout le temps été dans des débats de salaire minimum. Oui. C'est même pas une notion qui a tout le temps existé là, au Québec. Gabriel, tu nous as dressé un petit portrait historique là, de la gestion de la paye des travailleurs. Oui, tout à travailleuses. fait. Un portrait historique qui est assez vaste, qui est assez long. Là. En fait, selon Denis Ledoux, auteur de l'ouvrage Histoire des normes du travail au Québec de 1885 à 2005, on pourrait décomposer largement l'histoire du salaire minimum en 5 grandes étapes au Québec. Une première étape vient avec l'acte des manufactures qui va structurer les relations de travail de 1885 à 1918. OK. Donc, c'est une première fois là, en 1885 que l'État s'ingère dans les relations de travail entre employeurs et employés parce qu'avant, on considérait que ça relevait uniquement de la sphère privée. L'État n'avait pas à voir dans ça. C'était les propriétaires qui C'était dirigeaient les propriétaires, leur puis propre... ça avait pas, là, le public avait rien à dire. 1885, c'est la première fois où il s'ingère. Ça ne traitera pas de salaire minimum, par contre, ça va traiter, disons, différentes réglementations relativement à la salubrité, au nombre d'heures maximales travaillées par semaine, à l'âge maximal aussi, pas à l'âge maximal, L'âge minimal. à l'âge minimal, oui, du travail. Bref, des questions de base relativement à la sécurité au travail, mais qui ne toucheront pas directement, donc, dans cette première étape-là, le salaire minimum. OK. Un des avantages de ça, c'est que ça va faire en sorte que les entreprises vont en venir à changer la manière avec laquelle ils payent leurs employés en fonction de l'intérêt de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va les empêcher de les payer parfois à l'heure, parfois à la semaine, parfois à l'ouvrage, parfois à la journée, si dans le contexte économique, ça leur est favorable, ce qui entraîne une grande précarité pour les travailleurs et travailleuses. Donc, première étape. Deuxième étape, à partir de 1919, va venir l'adoption de la loi du salaire minimum des femmes, qui va structurer les relations de travail de 1919 à 1937. Ça, c'est quand même particulier, ça, parce que Oui. c'est vraiment le premier salaire minimum est apparu, mais pour les femmes. Pour femmes. Donc, pourquoi ça? En fait, là, on est en 1919. On sort de la Première Guerre mondiale qui a été très rentable économiquement pour le Québec. En 1919, crise économique au Québec, disons beaucoup de chômage, il y a beaucoup de compétition, les entreprises vont de moins en moins bien. Puis à tout ça s'ajoute la compétition du très bas salaire des femmes, qui était beaucoup moindre que celui des hommes. Dans ce contexte-là, le gouvernement de l'époque a décidé de légiférer sur le salaire des femmes d'abord parce que c'était elles qui étaient sous-exploitées en premier. Parce qu'en fait, elles en venaient à créer beaucoup de compétition dans les milieux où elles étaient majoritaires. On aurait pu à ce moment-là décider d'installer un salaire minimal équitable pour les hommes et les femmes en même temps, mais on jugeait que la différence de salaire était encore appropriée, ce qui a fait en sorte qu'on a commencé à mettre en place un salaire minimum des femmes en particulier. Troisième étape, en 1937, de 1937 à 1940, vient la loi des salaires raisonnables. Largement, ça reprend l'idée de cette deuxième étape-là. C'est simplement qu'on va élargir le salaire minimum aux hommes également. Cela dit, c'est pas encore parfait comme réglementation. Il y a plusieurs trous. Les salaires vont changer aussi d'une région à l'autre, d'une industrie à l'autre. Les travailleurs et les travailleuses ne sont pas encore pleinement conscients et conscientes de leurs droits. Là, il va y avoir encore beaucoup d'exploitation. Ces règles-là ne vont pas s'implanter là, magiquement. Directement. Il va y avoir aussi beaucoup d'exceptions. Donc, c'est pas parfait. Il va falloir attendre en 1940 où là, il va vraiment avoir l'adoption de la loi du salaire minimum qui va venir encadrer les relations de travail
beaucoup plus Un peu plus comme on le connaît rigoureusement, exact, Ouais. jusqu'en 1980. Donc là, il va y avoir une loi là, donc, qui va s'appliquer à tous les salariés du Québec, à tous les domaines, donc sans exception, puis avec une poigne qui est plus importante. Loi sur les normes du travail, là, on parle. Oui, exact. C'est ce qu'on a en ce moment, en fait. Non, c'est- non, non, pas, ça, tu parles de la la loi quatrième étape. du salaire minimum, quatrième étape. Finalement, dernière étape, 1980, loi, comme tu le disais, sur les normes du travail. Donc, cinquième et dernière étape, là, on y est. Ça fait donc poursuivre disons, l'élan qu'on avait avec la loi sur le salaire minimum. Ça va entraîner le fait qu'à partir de 1980, le gouvernement du Québec va être le seul acteur qui va pouvoir disons, agir sur le salaire minimum par décret. Avant, ça Ok. se faisait par, disons, Par en relation des avec les provinces. entreprises puis Ouais. avec d'autres acteurs du milieu financier. Mais là, c'est vraiment juste par le gouvernement québécois qu'il va y avoir une possible hausse du salaire minimum. OK, je vois. Donc voilà, ça fait le tour, grande étape, grand parcours historique du salaire minimum au Québec. C'est important en fait de faire ce parcours-là justement pour en arriver à aujourd'hui. On a deux débattantes qui vont venir nous en parler justement de leur point de vue là-dessus, pour ou contre le salaire minimum. Avant ça, par contre, on se fait toujours un plaisir de vous présenter certains points de vue, certaines choses, Certains commentaires. qu'on a dit là-dessus. Je vais commencer à l'instant même avec Daniel Boyer, président de la FTQ en novembre 2016. Avec la hausse progressive du salaire minimum à 15 $, je ne dis pas qu'il y aura aucune perte d'emploi ni aucune hausse du décrochage scolaire possible, mais je dis qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à le faire. Pierre Fortin, économiste, octobre 2016. Au Québec, ce serait vraiment une bombe atomique sur le marché de l'emploi. Norma Kozaya, vice-présidente du Conseil du patronat du Québec en mai 2018, ce sont ceux qu'on tente d'aider qui en seront les premières victimes, c'est-à-dire les personnes à faible revenu qui perdront leur emploi ou n'en trouveront pas, ou celles qui devront payer plus cher pour certains produits. Et finalement, Julien Laflamme et Pierre-Antoine Harvey, économistes et chercheurs associés à l'Institut de recherche et d'information socio-économique à l'IRIS. Nous constatons que les effets positifs d'une telle hausse seraient de 9 à 11 fois plus importants que ses effets négatifs. Je crois qu'on a bien mis la table sur les différentes opinions qui sont sorties Oui. à ce sujet-là. Je pense que c'est le temps d'accueillir officiellement nos deux invités. Je vous demanderai de donner une bonne main d'applaudissement à Julien Daigneault-Boucher et Maxime Pelletier. Alors, bonjour messieurs, merci d'être venus Bonjour ici. à vous. Merci, ça va bien? Oui, vous. Yeah, Oui, très très bien. bien, très très bien. J'aime le vouvoiement, c'est le fun ça. C'est mystérieux. Ça me donne le goût de commencer avec toi, Julien, à la base. Julien Daigneault-Boucher, tu vas prendre quelle position sur le salaire minimum à 15 $? Une défense virulente. Ah, alors pour ici le salaire minimum. Tout à fait. Julien, tu es quelqu'un d'impliqué en politique, mais tu as commencé en fait avec une formation en microbiologie. En fait, tu faisais de la neurochirurgie. Ça vient d'où, en fait, ton intérêt pour la politique? Ça a toujours, j'ai toujours été impliqué dans les mouvements de gauche, Ok. que ce soit au début dans l'UFP, puis ensuite, j'ai fait mon cheminement dans les mouvements. L'UFP, ça étant. L'Union des forces progressistes. Parfait. C'est une des composantes qui a formé Québec solidaire avec Option citoyenne 2006. Ensuite, j'ai fait mon cheminement dans des groupes socialistes. Je suis devenu membre d'Alternative socialiste, qui est en fait la section québécoise d'une internationale socialiste dans le monde, présente dans 45 pays. Puis, on s'est inspiré de nos camarades des États-Unis qui avaient mené la bataille justement ici pour le 15 $ à Seattle. Oh. Puis, depuis 2015, on mène cette campagne-là ici au Québec. OK. Donc, impliqué justement dans cette campagne-là depuis 2015, est-ce que tu es à titre de porte-parole? Comment est-ce qu'on est impliqué dans une campagne de ce type-là? C'est quoi les actions qu'on fait au quotidien ou dans une année? C'est au niveau terrain, là. Je veux Ouais. dire, ce qui est intéressant chez nos voisins américains et américaines, c'est leur culture grassroots. En fait, eux, là, ils n'hésitent pas à aller dans la rue, à vendre des journaux, à passer des tracts, à organiser les gens dans les petites communautés, dans les églises, peu importe où ils sont dans les syndicats, les faire sortir sur des enjeux. Il n'y a pas de petites batailles parce qu'il n'y a pas de petits gains. Genre, chaque lutte qu'on peut mener puis qu'on peut gagner pour aller arracher des nouvelles conditions de vie aux patrons, aux capitalistes, il faut les mener. Puis eux, c'est pas, ils n'ont pas une approche comme top-down, genre on va juste faire de la communication politique, on va passer par les médias pour essayer de parler au monde. Non, ils vont dans la rue, ils cognent aux portes, ils récoltent des pétitions, puis ils mettent les gens en action. Donc, beaucoup d'implication terrain à ce niveau-là. Tu as fini par faire un certificat en journalisme par la suite après ta formation en microbiologie. Tu as notamment travaillé avec Protégez-vous, un magazine LGBT également, là, tu me disais dans le village. C'était quoi un peu ton expérience de ça? Ça a été quelques années. Ça a été du journalisme LGBT au niveau, on essaie d'apporter un peu un angle de gauche, OK. promotion de la diversité, de toutes sortes de pratiques, d'identité ou d'orientation à travers des témoignages
du journalisme, en fait, de terrain aussi, si on veut, mais où on allait beaucoup chercher des témoignages. Bon, le premier couple qui s'est marié, des familles reconstituées, homoparentales, toutes sortes de choses comme ça. C'était surtout de la pige, donc, dans ce contexte-là? Ou... Là, j'étais employé. Ouais, c'est ça. Ah, OK. Ah, super intéressant. Ben, tout d'abord, en fait, merci de t'être prêté au jeu ce soir pour être pour. Il y a un merci. autre candidat qui est présent, évidemment, parce que pour un débat, ça en prend deux. Et j'imagine que tu es contre, Maxime, à moins qu'on a fait J'espère. la job de sinon, on va recherche. avoir un mauvais tout croche. débat, ouais. Maxime Pelletier, donc, tu as un mémoire en politique publique qui a parlé de corruption. Également, un doctorat en sciences politiques et administration publique avec un sujet sur la corruption, encore une fois. Pourquoi cet intérêt pour la corruption Qui n'est au pas Québec, terminé, ou- je dois dire. Hein. Ah, C'est ça ok. la partie la plus difficile, c'est de le terminer. Donc, La doctorat corruption et n'est jamais non, terminée ou le doctorat n'est pas terminé? Les deux. Les deux pour l'instant. Puis en fait, c'est de quoi ça traite? C'est quoi est-ce qu'on a une conclusion qu'on peut en venir après un mémoire, puis un doctorat, une thèse? Il y en a plusieurs, oui, ok, on peut revenir. Je dirais, une des premières conclusions à laquelle je suis arrivé, c'est que je manquerai jamais de travail. OK. Donc ça, c'est une bonne chose. Je suis à peu près certain que mon expertise en corruption sera nécessaire jusqu'au jour de mon décès. Donc contrairement à certains profs là, qui étaient spécialistes de l'URSS, puis soudainement, il n'y avait plus d'URSS. Moi, je suis certain qu'avec la corruption, je manquerai jamais de travail. Peut-être sur une note plus positive, je peux dire que moi, j'étudie la corruption au Québec et même si on en parle plus, je crois qu'il y en a moins maintenant. Donc des fois, on a la mauvaise perception que comme on parle toujours de corruption, c'est qu'on doit être très corrompu. Mais la vérité que la corruption, c'est l'inverse. Le problème, c'est qu'on n'en parle pas. OK. Donc, si vous êtes tanné d'entendre parler de corruption dans les médias, découragez-vous pas. Plus on en parle, moins il y en a. Donc, C'est un bon signe. c'est un bon signe. C'est un peu paradoxal, mais c'est assez logique quand on y pense. Donc, continuez d'écouter LCN. Parce et, qu'effectivement, quand avec on en parle, la une là, du Maclean's là, sur le Québec comme étant la province la plus corrompue, pas ça moi se pas base là-dessus. uniquement, ça se Pas base moi uniquement sur le là-dessus, fait oui. qu'on en parle, mais Oui, c'est on en a- rien un facteur qui fait qu'on serait plus. Absolument. On a des provinces comme la Colombie-Britannique où c'est tout à fait légal pour quelqu'un qui est lobbyiste pour une entreprise privée de payer 5 000 $ pour un billet, pour une soirée, puis manger à la table du ministre du Commerce et de l'Industrie. Donc, en Colombie-Britannique, il n'y a personne qui est arrêté pour corruption parce que c'est légal de faire ça. Donc, on parle pas de corruption là-bas, mais clairement, la situation est pire qu'ici, où maintenant, au-delà de 100 $, votre don politique est illégal. Donc vraiment, il y a certaines provinces canadiennes qui devraient se regarder longuement dans le miroir avant de pointer le Québec et dire qu'on est un problème. On a une province qui a beaucoup de corruption. Donc, parlons-en. C'est bon, c'est porteur d'espoir, en fait. Tu as également de l'implication dans les parlements étudiants. Oui. Tu pourrais-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est un parlement étudiant? C'est comme un donjon dragon pour les gens qui aiment la politique. Donc, vraiment, Très bien. c'est comment ça marche le Parlement étudiant du Québec, par exemple, c'est 5 jours, 5 jours, début janvier, c'est à l'Assemblée nationale du Québec, donc il y a 140 participantes qui jouent des députés du gouvernement, de l'opposition, des journalistes aussi, parce que les journalistes sont très importants dans la joute parlementaire, et donc présentent des projets de loi, débattent des projets de loi dans le vrai Salon Bleu à l'Assemblée nationale, donc c'est très imposant pour les participantes. C'est super formateur parce qu'on apprend sur le processus politique, qui est une chose qu'on connaît pas vraiment, combien de lectures les projets de loi doivent passer, le travail en commission parlementaire. Donc, on reproduit vraiment pratiquement là, la vraie réalité. Là, Oui, d'un en parlement. version hyper accélérée, parce qu'un Ouais. projet de loi est absolument pas adopté en 2 jours. Mais oui, grosso modo, c'est vraiment le but, c'est que la simulation soit le plus réaliste possible pour qu'elle soit la plus pédagogique possible. Et ça permet aussi aux gens qui ont une passion pour la politique publique de rencontrer comme littéralement des centaines d'autres jeunes qui ont aussi une passion pour la chose publique et donc se faire des contacts qui seront dans le futur très utiles. Donc, un donjon et dragon à surveiller pour les gens à la maison qui trippent sur la politique, définitivement. Je terminerai en fait en disant que tu es également journaliste, blogueur pour le Journal de Montréal. Tu nous as dit que tu avais une drôle d'anecdote pour la manière dont tu es rentré au Ouais. Journal de Montréal. Mais pour ma crédibilité pour le débat, je sais pas si je devrais la raconter. Ok, ben, c'est pour toi. Hein? Je vais y aller. Ce qui m'a fait rire avec ce travail-là, c'est que bon, je suis une personne relativement inconnue, on va se le dire. Donc, je reçois un téléphone un jour de Mathieu Boivin, qui est l'adjoint de Claude Villeneuve, qui est le responsable de l'opinion chez Québécois, qui est quand même le média le plus lu au Québec, le Journal de Montréal, le Journal du Québec. Et là, on me dit, veux-tu être blogueur pour notre nouveau blog sur la politique municipale? Là, moi, je dis évidemment oui, mais comment est-ce que vous êtes arrivé à m'appeler moi, personne Comment me relativement connaissez-vous? inconnue, exactement. Et je me suis souvenu que la journée de l'élection municipale, j'étais allé célébrer l'élection de Projet Montréal, parce que je suis un partisan de Projet Montréal, et rendu à 2h30 du matin,
légèrement sous l'influence de l'alcool. Chez moi, j'ai écrit une grosse brique sur Facebook qui était mon analyse de politologue de l'impact de l'élection municipale, parce que Projet Montréal est comme le seul vrai parti politique municipal qu'on a au Québec, là, avec des militants, une plateforme créée par les militants, les militantes, avec des investitures, et ainsi de suite. Et donc, c'était comme un gros événement. Et là, finalement, quelqu'un a vu ce blog-là, et quand il cherchait des blogueurs pour la politique municipale, ils se sont rappelé la brique que j'avais écrite un peu sous le soir de l'élection, et ça m'a donné une job. Inspiré quand même. Mais là, ça inspiré, apparemment. Donc, si vous avez de quoi à la maison, ben oui, si vous avez de quoi à dire, gênez-vous pas. On sait jamais où ça peut vous mener. Génial. Donc, messieurs, ben merci encore une fois là, de vous être prêtés au jeu. On va commencer à l'instant même le débat. Gabriel, tu vas être modérateur pour la soirée. Tout à fait, un débat, règlements, certainement un débat bien simple. Tirage au sort qui a fait en sorte que ça allait être Julien qui allait commencer avec un premier 3 minutes d'introduction, de prise de parole. Maxime, tu vas enchaîner avec un 3 minutes également. Suite à ça, on va rentrer dans le débat plus particulièrement là, sur une période de 15 à 20 minutes environ. Puis, vous allez avoir tous les deux une dernière minute pour conclure. Maxime, tu commenceras à ce moment-là. Puis, Julien, tu termineras. Donc voilà, si vous êtes prêts, on se lancerait là-dedans directement. On peut leur donner une bonne applaudissement. Oui, comme encouragement. Deux personnes qui partent ce deuxième débat de conflit de classe. Salaire minimum à 15 $ de l'heure. Alors, Julien, tu as un premier 3 minutes pour t'exprimer sur le sujet. Excellent. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vais commencer en fait avec le slogan de la campagne. Là. Tout augmente sauf nos salaires. OK? On n'a pas besoin d'attendre que nos salaires augmentent pour que le prix du gaz augmente, pour que le prix des aliments augmente, pour que la passe de métro augmente. Bref, tout ça augmente, même si nos salaires ne sont pas affectés. Pourtant, là, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu autant de richesses qu'en ce moment. C'est juste qu'en ce moment, ces richesses-là, ils sont concentrés dans les mains de 1% qui les gardent jalousement. Ces richesses-là, ils existent, ils peuvent être redistribuées, sauf que c'est une question politique. La question du 15 $ de l'heure, là, c'est pas qu'on n'a pas les moyens, c'est pas que l'argent n'est pas là, c'est que politiquement, personne ne veut faire le move, à part les endroits où les politiciens et les politiciennes se font tordre le bras par des campagnes de base pour le faire, comme par exemple en Ontario. Ça, c'est un très bon exemple, parce que ce qu'ils ont été capables d'aller chercher, 15 in Fairness, la campagne en Ontario, c'est probablement le meilleur accord pour le 15 $ de l'heure de toute l'Amérique du Nord. C'est juste nos voisins à côté, là. Eux ont bénéficié de l'expérience un peu de plusieurs années, de toutes les campagnes partout aux États-Unis puis au Canada. Mais bref, ils nous ont montré un peu la voie à suivre. Puis ensuite de ça s'est essaimé partout au Canada. Puis là, ici, on est un petit peu à la traîne au Québec. Là. Même si ça fait 3 ans que les centrales syndicales se sont investies là-dedans. À la campagne 15+, avec les gens du Vieux-Port de Montréal qu'on a appuyé, avec les gens aussi du stationnement Indigo à Québec, on a fait signer des pétitions où il y a à peu près 22 000 personnes qui ont signé pour l'augmentation du salaire minimum immédiate, indexé au coût de la vie annuellement, que Québec solidaire a endossé. Ensuite de ça, Québec solidaire a continué à faire une campagne là-dessus. Bref, le mouvement s'est enclenché. Là, actuellement, il est peut-être un peu sur pause. L'enjeu tente de revenir dans l'actualité. Au Québec, là, au Québec. Ouais. Puis en Ontario, ça aide pas peut-être. C'est ça. Avec l'élection de Doug Ford, par exemple, là c'est un backlash bien raide. La meilleure entente qui avait été arrachée jusqu'ici est sur la sellette. Donc, eux, il va falloir qu'ils recommencent à se mobiliser à fond pour maintenir les gains qu'ils ont réussi à faire. En fait, la campagne ici, 15+, la façon dont on a procédé, c'est ça, c'est tenter de s'investir dans les milieux de travail en lutte, puis ensuite de ça, consolider, créer des comités par quartier qui peuvent organiser les gens sur des enjeux. Récemment, on est allé justement à l'Assemblée générale de Projet Montréal, qui a eu lieu un peu plus tôt durant l'année, pour faire pression sur la mairesse, puis Craig Sauvé qui s'avait vraiment positionné pour le 15 $ de l'heure. Mais depuis, on a très peu entendu parler, c'est un peu passé à la trappe. Donc, on est là pour rappeler que c'est tout de suite que les gens ont besoin de payer leur loyer, c'est tout de suite que les gens ont besoin de payer leur épicerie, pas en 2022. Donc, le 15 $ de l'heure, là, c'est un peu un barème pour un salaire décent, pour avoir une vie décente. Même que là, plus le temps passe, moins c'est décent. Il y a eu plusieurs études de l'IRIS qui ont mis à jour au fur et à mesure, qui ventilent par région, par ville, si c'est des familles ou si c'est des gens qui vivent célibataires. Mais bon, bref, pour Montréal, une personne seule, c'est à peu près encore 15$ de l'heure. Fait que ça a son actualité.
Maxime? Oui. Laissez-moi dire d'entrée de jeu que habituellement l'objectif avoué des partisans du salaire minimum à 15$, c'est de s'assurer que les personnes qui travaillent à temps plein au salaire minimum aient un revenu suffisant pour couvrir leurs besoins de base. Je tiens à dire que je suis en faveur de cet objectif qui est que les gens qui travaillent à temps plein aient un revenu suffisant pour couvrir leurs besoins de base. Je demanderai donc à la jeune femme dans l'assistance qui planifie mon assassinat depuis qu'elle a appris que j'étais la personne qui s'opposait aux 15$ de l'heure d'attendre au moins 20 minutes avant de mettre son plan à exécution. Donc, ma ligne d'argumentation ici, ce ne sera pas qu'il faut laisser les gens vivre dans la pauvreté. Évidemment, j'aime la tarte aux pommes moi aussi. Ce que j'aimerais tenter de démontrer dans les 20 prochaines minutes, c'est qu'en fait, le salaire minimum à 15$ est un super beau slogan. Toute campagne politique qui se résume en 5 mots est une superbe campagne de communication politique, je dois leur donner. Cependant, il existe, avec le salaire minimum à 15$, des inconvénients en termes de qui est affecté négativement par cette politique-là. Et je vais aussi essayer de démontrer qu'il y a des façons alternatives que le salaire minimum à 15$ d'arriver au même objectif de politique publique qui est de donner un salaire décent aux personnes qui travaillent à temps plein, au salaire minimum, sans avoir autant les inconvénients associés au salaire minimum à 15$. Donc, lorsque je parle d'inconvénients associés au salaire minimum à 15$, une bonne règle habituellement en politique publique, c'est la phrase suivante. En politique publique, il n'y a pas de solution, seulement des compromis. Donc, il n'y a pas de solution miracle qui existe. Il n'y a aucune politique qu'on peut faire qui va faire en sorte que tout le monde va demain matin être mieux puis personne va être moins bien. Lorsqu'on pense à une politique publique, il faut toujours se demander qui sont les gagnants, qui sont les perdants. Et une des raisons pour laquelle je m'oppose, en quelque sorte, au salaire minimum à 15$, c'est qu'une partie des perdants de cette politique-là sont justement les personnes qu'on essaie, dont la condition de vie on essaie d'améliorer. La première raison pour ça, c'est assez simple, c'est que la loi de l'offre et de la demande s'applique à tout, incluant l'offre de travail. Et donc, si on augmente le coût du travail, nécessairement, il y aura une baisse de la demande pour les employés au salaire minimum. Plus le temps passe et plus cette règle est importante parce que plus ça devient tentant pour les entreprises qui emploient de la main-d'œuvre peu qualifiée de les remplacer par des machines, la robotique. Si vous êtes allé chez Dollarama récemment, vous aurez remarqué que maintenant, il n'y a plus personne qui vous passe aux caisses. Toutes les caisses sont des caisses automatiques. Et donc, plus on augmente le salaire minimum, plus on incite les employeurs à en fait employer moins de gens au salaire minimum et à remplacer ces gens-là par des machines. Et donc, l'impact du salaire minimum à 15$, c'est en fait de faire 2 classes de travailleurs à bas revenu. Ceux qui sont gagnants, qui ont gardé leur emploi et dont le revenu a augmenté de 20% parce qu'ils sont passés de 12$ à 15$, ce qui est bien, on est content. Malheureusement, il y a aussi des gens qui soit perdent leur emploi parce que leur employeur n'est pas capable de soutenir la hausse et qui se retrouvent sans emploi, ou des gens qui ont moins d'heures parce que face à la hausse du coût de la main-d'œuvre, les employeurs trouvent des façons de limiter le nombre d'heures qu'ils donnent. Et donc, finalement, la personne qui travaillait avant 40 heures semaine au salaire minimum va maintenant travailler 30 heures semaine au salaire minimum et va peut-être un peu moins riche qu'elle l'était avant. Certes, elle aura plus de temps libre, ça je vous l'accorde. Mais globalement, on ne peut pas juste penser qu'en mettant le salaire minimum à 15$, il n'y aura aucun impact sur la demande pour la main-d'œuvre peu qualifiée, puis que soudainement, on va juste avoir toutes les mêmes personnes qui travaillaient avant qui vont continuer à travailler le même nombre d'heures, mais pour un plus haut salaire. Ça, c'est se mettre la tête dans le nuage de penser ça. Et donc, j'aurai l'occasion au cours de débat de présenter une façon alternative d'arriver au même objectif avec moins d'impact sur le marché du travail. Et ça, c'est d'avoir une forme d'impôt négatif où on dit aux gens, bon, si vous travaillez à temps plein et vous gagnez 16 000$ par année, bien, le gouvernement va supplémenter votre revenu de 6, 7, 8 000$. Comme ça, vous aurez au total un revenu annuel qui équivaut à peu près à ce que vous auriez gagné si vous aviez eu le salaire minimum à 15$. Mais en procédant de cette façon-là, on ne fait pas porter le fardeau de la hausse sur les autres travailleurs au salaire minimum. On fait porter le fardeau de la hausse sur l'État. Et l'État a beaucoup plus de façons d'obtenir d'avoir des revenus pour pouvoir financer une telle mesure. Et donc, je pense que ce serait beaucoup mieux pour l'ensemble des travailleurs qui travaillent proche du salaire minimum si on procédait de cette façon-là. Donc, une idée sur laquelle on reviendra là, certainement au cours du débat. Je relancerai peut-être le débat là, pour commencer sur cette idée-là plus générale du salaire minimum à 15$. En quoi ce serait négatif, comme tu le sous-entendais, Maxime, ou positif pour l'économie du Québec en particulier? Est-ce qu'il y aurait quelque chose là de pertinent là, ou de bénéfique? Je ne sais pas si vous voulez répondre, Julien, peut-être. Oui, c'est sûr. Là, je dirais,
Ce qui s'est passé ailleurs, là, à Seattle, depuis 2015, depuis qu'ils ont le 15 $ de l'heure, là, ils ont réussi, ils ont fait des études. L'Université de Washington a sorti des études, le Bureau du travail des États-Unis a sorti des études. Il n'y en a pas eu de perte d'emploi. Il n'y en a pas eu de hausse du prix de l'épicerie ou des prix dans les restaurants. Des pertes d'emploi, il y en a toujours. Là. Ça, pas besoin de hausser les salaires pour qu'il y ait des pertes d'emploi, mais il y a des gains aussi. Puis au total, ce qui arrive, le résultat net, si on veut, là, c'est des hausses d'emploi. Puis c'est une baisse des fermetures des compagnies. Il s'est passé exactement la même chose au Québec en 2008-2010, quand il y a eu une forte augmentation du salaire minimum. Ça a été le plus bas taux de fermeture d'entreprise ever. Même affaire en Alberta. Là, ils sont rendus à 14 $, je crois, puis c'est 15 $ en octobre, là, dans quelques mois. C'est un 33% d'augmentation du salaire minimum. Là, c'est drastique. Là. Justement, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes disait « Ah, c'est l'enfer, on va perdre 150 000 emplois! » Il disait ça il y a quelques années. De cette manière-là, sûrement. Il disait ça comme ça, il s'arrachait les cheveux, tu sais. Puis là, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, non, il y a eu des dizaines de milliers de créations d'emplois, finalement, tu sais. Puis le secteur de la restauration s'est jamais aussi bien porté. Donc, tu sais, il y a tout un... les patrons puis leurs lieutenants crient au loup que c'est donc l'enfer que les gens vivent décemment avec des salaires qui leur permettent de boucler leur fin de mois. C'est donc l'enfer. Puis ensuite de ça, quand on voit qu'il y a des bonis faramineux, des milliards de dollars qu'on donne à des entreprises comme Bombardier ou whatever quoi, quand on regarde que on sait que pendant les 10 dernières années, les 100 plus riches PDG du Canada ont vu leur rémunération augmenter de 50%, ce qui est 3 fois l'inflation. Puis pendant que le pouvoir d'achat des bas salariés stagne depuis 30 ans, là, il y a un conflit de classe. Là. Exactement. Mais non, donc aucune perte, en tout cas pas autant de pertes d'emploi que ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut penser. Au global, c'est positif. Mais cette robotisation-là dont tu parlais, Maxime, ça se... Oui, c'est un phénomène assez récent. Donc, pour les études qui ont été faites il y a quelques années, on s'attend à le voir moins. Je vais me permettre de faire une parenthèse un peu académique là, sur la question de est-ce qu'il y a des pertes d'emploi ou pas, parce que c'est inévitable avec un débat comme ça, surtout avec l'exemple de Seattle, où là, maintenant que ça a été fait vraiment clairement qu'à un endroit où le salaire minimum est imposé à 15 $, là, tout le monde essaie d'étudier les impacts. Chaque côté du débat est capable de prendre les chiffres puis de dire « Ah, regardez, il n'y a pas de problème » ou « Regardez, il y a des problèmes ». Les raisons pour ça, notamment, c'est que c'est hyper difficile méthodologiquement d'isoler l'impact de la hausse du salaire minimum sur les autres tendances dans l'industrie. Par exemple, en Alberta, l'Alberta a une économie hyper florissante. Qu'on ait changé le salaire minimum ou pas, les salaires augmentent, les entreprises ne ferment pas, tout va bien. Et donc, c'est difficile de dire, regardez, on a mis le salaire minimum, ça n'a pas été l'enfer en Alberta. Mais c'est sûr que ça n'a pas été l'enfer en Alberta, ça allait bien. D'ailleurs, c'est pour ça que les politiciens ont pu se permettre de faire passer une mesure comme ça. Puis après ça, c'est difficile d'en tirer des conclusions parce qu'on n'est pas capable d'isoler l'impact de cette politique-là. Si moi, je peux citer une étude que j'ai vue qui favorise mon point, parce qu'on peut toujours faire du cherry-picking, dans la région de Seattle, il y a des gens qui ont quitté la région. Il y a des gens qui étaient des personnes peu qualifiées, qui étaient plus capables de se trouver du travail dans la région de Seattle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Après ça, tu vas faire un sondage dans la région. Tu dis, ah, regardez, le taux de chômage n'a pas augmenté. C'est sûr, les gens qui étaient sur le chômage, ils sont partis, ils sont plus dans tes statistiques. Et donc, moi, ma position ici, c'est... Premièrement, je suis pas un patron hystérique, donc je pense pas que si on met ça à minimum 15$, comme ça va être la province va être à feu et à sang. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, par exemple, c'est qu'il faut pas non plus se mettre la tête dans le sable puis dire, d'un côté, si on augmente le salaire minimum à 15$, ça va être super bon pour les gens, on va leur transférer plein d'argent, mais ça va avoir aucun impact sur personne d'autre. C'est impossible. Il y a toujours des contrebalanciers. Donc, si tu augmentes les revenus d'une tranche de population de 20%, il faut que ça sorte quelque part. Puis les employeurs vont pas juste dire, ah ben ok, le coût de ma main-d'œuvre vient d'augmenter de 20%, je vais rien faire d'autre, je vais pas baisser mes embauches, je vais pas baisser le nombre d'employeurs que j'embauche. Donc, c'est là qu'on en vient une lutte de classe. Mais oui, ça revient une lutte de classe, mais la proposition que je fais... Mais donc, avant qu'on en vienne là, est-ce que sur disons par rapport au contexte des petites et moyennes entreprises, ça, quel genre de... Est-ce qu'il pourrait y avoir un risque si on augmentait à 15$ de l'heure le salaire minimum, que ces petites entreprises-là, qui ont peut-être pas des reins là, hyper solides, ils en viennent à perdre pied? Est-ce que c'est une réalité ou comment ça pourrait... C'est possible. C'est tout à fait possible que il y a des petites entreprises qui puissent pas en subvenir. Là. C'est pour ça justement qu'il y a des moyens
d'adopter ou de proposer des subventions à des petites ou des moyennes entreprises qui prouvent, chiffres à l'appui, en ouvrant leurs livres, que regardez, je suis incapable. Là, le gouvernement pourrait t'aider. Sauf que juste se fier sur le patron qui pleure, que moi j'ai pas les moyens, ben là ça va pas là. Exact. Mais si le patron ou si l'entreprise, disons, allait voir le gouvernement, là, puis montrait ses livres, puis prouvait que financièrement il n'y avait pas les capacités de hausser le salaire minimum à 15 $ de l'heure, là il pourrait y avoir disons, des paramètres de subvention ou d'aide gouvernementale. Nous, c'est ce qu'on met de l'avant, là, parce que faut que les gens des PME réalisent aussi que eux sont victimes de la rapacité des multinationales aussi. Là. Si les petites entreprises, les fruiteries ou le petit détaillant de souliers ou quoi que ce soit n'est pas capable de survivre puis est obligé de payer son staff un salaire de misère, c'est parce que lui, il est sa corde raide à cause des multinationales qui s'ouvrent tout autour de lui, qui mangent son marché, qui attendent juste de l'acheter ou d'y faire faillite. Fait que là, il faut identifier les vrais ennemis. Puis les vrais ennemis, c'est ceux qui s'en mettent plein les poches. Puis le point positif de la campagne pour le 15 $ de l'heure, c'est l'argent, là, elle existe, elle est empilée et c'est l'argent que nous, on a participé à créer. Il faut aller la rechercher. Elle est où? Elle est dans les poches des patrons. C'est pour ça qu'on milite pour une augmentation du salaire minimum, contrairement, par exemple, à un revenu minimum garanti ou à une sorte de bourse qui viendrait de l'État. Non, on ne veut pas diviser le travail du revenu. On veut que ça reste ensemble pour qu'on identifie qui est-ce qui s'accapare cet argent-là. Si je reprends un peu tes mots, en fait, tu parlais notamment, Maxime, d'impôts négatifs. Ce que j'en comprends finalement, c'est que dans ce contexte-ci, au lieu que ce soit l'État qui paierait, ce serait la multinationale qui augmenterait jusqu'à 15 $. Qu'est-ce que tu en penses, Maxime, à ce niveau-là? La différence, OK, on a deux propositions sur la table. La proposition 1, c'est on augmente le salaire minimum. C'est la proposition de Julien. Moi, ce que je propose, c'est on demande à l'État de transférer de l'argent aux personnes qui travaillent au salaire minimum pour leur faire un supplément de revenus. Donc ça, c'est les deux propositions qu'on a sur la table. La question, c'est comment est-ce qu'on finance chacune de ces mesures-là, puis quels sont les impacts négatifs de ces deux mesures-là. Là, je suis sûr que, Julien, tu vas aimer ma proposition, parce que moi, ce que je propose de faire, c'est pas de dire, on va mettre le salaire minimum à 15 $ pour tout le monde, puis là, on va faire faillite à la boulangerie du coin, puis on va faire faillite à la mère, on va faire perdre sa job à la mère monoparentale, dont l'employeur n'a plus les moyens de l'embaucher. Moi, ce que je dis, c'est on va les taxer, les multinationales, puis les patrons, puis les riches. On va utiliser l'impôt progressif, on va utiliser les taxes à la consommation, on va utiliser tous les outils fiscaux à la disposition de l'État. On va s'en servir. Avec ça, on va avoir des revenus. Puis avec les revenus, on va payer un supplément aux personnes qui travaillent au salaire minimum et on va avoir atteint le même objectif. Donc, au final, la personne qui travaille au salaire minimum, dans la proposition de Julien, dans ma proposition à moi, vont avoir le même revenu. La différence, c'est les distorsions qui vont avoir été faites. Dans ma proposition, je ne fais pas faire faillite à la boulangerie du coin. Je ne fais pas perdre sa job à la femme dont l'employeur est plus capable de perdre son travail. Pourquoi? Parce que ma mesure le prix de ma mesure est plus largement réparti dans la société. Et comme on est supposé avoir des impôts progressistes, il faudrait comme combattre les paradis fiscaux, mais c'est un autre débat. Ça, définitivement un autre débat. Ça veut dire de trouver quelqu'un qui est pour, par exemple. Mais, effectivement. mais l'idée est qu'il y a moyen d'atteindre le même objectif que la campagne 15 $ plus atteint, mais en utilisant des moyens légaux qui font en sorte que les impacts négatifs du salaire 15 minimum sont réduits au maximum. On atteint quand même notre objectif de politique. Mais justement, comment on va aller la chercher, cet argent-là, dans les poches des banques et des grandes entreprises? Là, ça va prendre des politiciens et des politiciennes qui vont avoir du courage, qui vont avoir une vision de société qui n'est pas celle de tous les néolibéraux actuels. C'est pour ça qu'à la campagne 15+, le plus, comme 15 in Fairness en Ontario, c'est de dire le 15 $ de l'heure, c'est un premier pas, c'est mobilisant, sauf que ça nous prend plus que ça. Par exemple, pour le maintenir, le 15 $ de l'heure, pour pas que l'année prochaine, ça soit 20 $ de l'heure, puis que dans 7 ans, on soit sur 25 $ de l'heure, tout ça, il faut l'indexer. C'est ce qu'ils ont réussi à avoir en Ontario. Ensuite de ça, les meilleurs emplois, ceux où on a les meilleures conditions de travail, c'est les emplois syndiqués. Donc là, on fait la promotion de la syndicalisation de toutes les entreprises pour garder ton pouvoir d'achat, garder ton salaire minimum, puis qu'il se fasse indexer, qu'il se fasse hausser. Ensuite de ça, c'est la question du pouvoir politique. Si on veut vivre dans une société où on répartit l'argent équitablement, ça prend des gens au levier qui ont les leviers politiques qui vont avoir cette vision-là aussi. Donc là, c'est primordial que les travailleurs et les travailleuses s'organisent politiquement, indépendamment des partis des patrons financés par
des corrompus ou des multinationales ou peu importe, sorte de lobby, soient en mesure d'amener une politique par et pour les travailleurs et les travailleuses. Mais 15 $ de l'heure, donc une étape là, pour... C'est lancer les gens dans la lutte, c'est les mobiliser, c'est les faire prendre conscience des antagonistes de classe, de « Hey, wow, comment ça mon patron, il gagne 700 fois mon salaire quand je travaille à Gildan? De réaliser qu'il y a du monde, qu'il y a toute une classe de personnes qui se fait du cash sur notre dos avec notre travail. C'est développer cette conscience politique-là, de dire il y a un autre monde qui est possible où je peux avoir le contrôle sur mon travail, où je peux avoir le contrôle sur mes ressources naturelles, sur mon transport, tout ça. Mais ça, c'est une société socialiste. Puis pour ça, il faut développer un programme socialiste. Donc, la lutte, la lutte pour le 15 $ de l'heure, c'est un outil pour développer la conscience politique des gens, pour développer un autre projet de société. Puis peut-être, en fait, la question que je relancerais face à ça à Maxime, c'est on passait par le gouvernement ici même là, pour le 15 $ de l'heure. Est-ce que dans un contexte néolibéral comme le nôtre, c'est réellement possible d'aller rechercher cet argent-là multinational? Ben, c'est un peu une non-question dans le débat, en fait, parce que si on a des politiciens qui ont assez le courage pour mettre le salaire minimum à 15 $, ils ont aussi le courage pour faire d'autres mesures qu'on peut proposer. La question se pose autant, peu importe la mesure de rééquilibration des richesses qu'on propose. Dans tous les cas, si t'as pas les leviers politiques, c'est possible, mais encore là, je peux me permettre une parenthèse académique. C'est très, très clair dans la littérature en sciences politiques que quand on élit des partis de gauche, puis quand le taux de syndicalisation est élevé, l'écart de richesse tend à se diminuer, puis quand on élit des partis de droite, puis que le taux de syndicalisation diminue, l'écart de richesse tend à augmenter. Et donc, c'est vraiment pas du rocket science. Quand les gens élisent des partis de gauche, les partis de gauche tendent à mettre en place des programmes qui sont plus à gauche. Ça semble comme être une évidence, mais c'est une évidence qu'on a tendance à oublier. Si vous sortez dehors, vous regardez autour, vous allez voir des pancartes syndicales qui disent CAQ, Parti libéral, c'est du pareil au même. Ben, il reste juste comme un autre parti après ça dans les trois pour lesquels vous pouvez voter qui n'est pas sa pancarte. Et donc, je pense les que 3 c'est... ou les 4 ou les 6 peut-être même. Oui, là, tout dépend. mais donc les gens derrière cette campagne-là, clairement, ont en tête la même notion que j'ai, que oui, en votant pour des partis plus à gauche, on a des mesures plus à gauche par la suite. Donc, c'est pas impossible. Je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans une espèce de cynisme. Mon Dieu, tout le monde est néolibéral, on ne pourra jamais changer les politiques. Là, ça, pas du tout. Mais pragmatiquement, donc, ce chemin-là vers une plus grande justice sociale, pour toi, il passerait pas par le 15 $ de l'heure comme lutte importante à mener. Il passerait ailleurs. Disons, si on me donnait le choix entre voter pour le salaire minimum à 15 $ ou le statu quo, je voterais pour le salaire minimum à 15 $ plutôt que le statu quo. Je pense pas que le salaire minimum à 15 $ est moins bien que le statu quo. Par exemple, je pense que ma proposition est meilleure parce qu'on fait pas des victimes collatérales. Puis c'est vraiment ça, je vais me répéter, mais la façon dont je pense qu'il faut regarder cette question, c'est oui, il y a des gagnants, mais il y a aussi des perdants. C'est qui les perdants? Certes, il y a les patrons, mais en même temps, c'est pas en augmentant le salaire minimum à 15 $ qu'on va gruger la fortune de 150 milliards du patron d'Amazon. Là. Fait que c'est pas non plus la révolution de la lutte des classes salaire minimum à 15 $. Par exemple, il y a vraiment des gens qui sont des personnes qui travaillent au salaire minimum qui vont être moins bien qu'ils sont présentement après qu'on ait adopté la politique parce qu'ils vont avoir perdu leur emploi puis capables de trouver de l'emploi, ils vont avoir moins d'heures ou ils vont avoir été travaillés par un robot. Puis ça, je pense qu'il faut pas se mettre la tête dans le sable puis dire au nom de la lutte des classes puis la révolution socialiste, on va faire des victimes collatérales qui sont les personnes qui sont supposées être notre public cible, si je peux me permettre d'utiliser cette expression-là. Ça, pour moi, il y a des red flags là, qui se lèvent quand on parle de cette politique-là. Je vous relancerai sur une dernière question que vous l'avez abordée rapidement, même sur l'idée du revenu minimal garanti comme une autre voie vers une plus grande justice sociale. Ça, rapidement, qu'est-ce que vous auriez à en dire? Julien, peut-être, pour commencer. Personnellement, c'est une mesure individuelle, en fait, libérale, là, qui a été énormément pensée par Milton Friedman et tout le corpus néolibéraux, en fait, comme une espèce de cheval de Troie pour être en mesure de tout privatiser les services publics, puis de dire « Ah, ben là, maintenant, tu as un revenu minimum garanti, tu peux te payer les services dont tu as besoin. » Donc ça, c'est un peu une vision de droite de l'argumentation pour le revenu minimum garanti, mais il y a des gens aussi à gauche qui voient ça comme un revenu de citoyenneté, comme quoi il faut assurer les besoins des gens en société. Nous, ce qu'on dit, c'est plutôt qu'il faut prendre en charge les conditions de vie des gens, dans le sens où on va être beaucoup plus
partant pour dire ça prend des logements vraiment hyper bas pour, par exemple, les étudiants ou ça prend des cafétérias super bas cool, comme un peu comme il y a en France, pour permettre aux gens de se loger, de se nourrir, transport en commun gratuit. Donc là, tes services publics, tu les rends de plus en plus gratuits pour que ça coûte rien. La gratuité scolaire, ça fait partie de ça aussi. Je dis ça parce qu'on est quand même un public jeune. Je prends cet exemple-là. Donc, notre approche, c'est pas mal plus de rendre les services publics gratuits que de donner une enveloppe d'argent à quelqu'un puis lui dire « Arrange-toi avec ça maintenant ». Puis on les voit les dangers de ça. Là. Qui est-ce qui parle de revenu minimum garanti? Philippe Couillard puis sa gang. Je ne prends pas la tête à Papineau pour raisonner que leur plan de destruction des services publics, ajouté à ça, ça pue. Donc, faire la promotion de cette revendication-là, comme le salaire domestique ou le salaire étudiant, à mon avis, c'est une erreur stratégique à ce niveau-là. Augmenter le salaire minimum, c'est beaucoup plus mobilisateur. Puis les hausses récentes, les fortes hausses que vous avez parlé des 2 dernières années, c'est directement à cause de la lutte. C'est pour ça qu'on a eu ces fortes hausses-là. C'est à cause de la lutte des dernières années. Et les libéraux ont donné un bonbon. Là, OK, au lieu de 10 cents, on va vous donner 75 cents là, pour essayer de calmer la bête. Là. Ça marche plus ou moins. Mais l'objectif, il est là. Mais aller chercher le 15 $, c'est possible. On a le potentiel. On n'est pas pire que les Ontariens ou que le monde en Alberta ou qu'en Colombie-Britannique. Là. On peut aller le chercher. Maxime, sur cette idée-là du revenu minimum garanti? Oui. Ben, je suis assez d'accord avec ce que je viens de dire, en fait, dans le sens où, pour moi, le diable est dans les détails. Parce que le revenu minimum garanti, si on te garantit un revenu minimum de 2000 $ par année, c'est un revenu minimum garanti, puis tu es dans la pauvreté absolue. Non, mais je caricature, mais c'est vrai, effectivement, quand c'est un parti dont l'idéologie est la réduction des services publics à plus ou moins grande échelle, qui propose une mesure comme ça, il y a raison de se poser des questions. C'est pour ça que je dis que je suis tout à fait d'accord avec Julien là-dessus. Moi, ce que j'aime avec la proposition du revenu minimum garanti, si c'est bien fait, versus la hausse minimum du salaire à 15 $, là, pour comparer les deux, c'est que c'est universel. Donc, le salaire minimum à 15 $, tu en as glissé un mot au début, Olivier. Par exemple, si je suis travailleur autonome, si je tombe comme dans les cracks, puis là, la hausse salaire minimum à 15 $, ça n'a pas d'impact pour moi, alors que l'universalité du revenu minimum garanti, ça fait en sorte qu'en théorie, personne tombe dans les cracks du programme. Parce que ça s'adresse tous les travailleurs, travailleuses, là, finalement. Ouais. Ou pas de travailleurs, travailleuses. Autonomes, voilà. Ouais, effectivement. Par exemple, ça aurait des impacts fiscaux vraiment importants. C'est une mesure qui, si elle est faite dans une perspective de gauche et pas dans une perspective de privatisation des services, c'est une mesure qui coûte très cher. Et donc là, il y aurait toutes les implications de comment est-ce qu'on obtient ces revenus-là à discuter. Une chose aussi qu'il faut peut-être mentionner, c'est que, par exemple, les gens qui parlent de mettre un revenu minimum garanti au Québec, ça devient problématique parce que le Québec n'est pas comme un pays scandinave. Donc, on est entouré de juridictions qui ne sont pas particulièrement généreuses avec les services sociaux. On est une province dans un pays, donc on n'a pas le contrôle sur tous nos leviers. Et donc, ça peut devenir difficile dans des situations comme ça d'avoir des politiques sociales qui sont radicalement différentes de celles de nos voisins, encore plus lorsque c'est des provinces voisines et pas des pays voisins. Donc, je pense qu'en termes d'application concrète, ce serait assez difficile à mettre en place au Québec, en tout cas tant qu'on est une province. Je vais juste lancer ça comme ça. Une fin de phrase dans une phrase sur autre chose, mais tant qu'on est une province, je trouve ça difficile à mettre en place. Un grand merci pour le débat. Je vous donnerai donc 1 minute chacun pour conclure là, sur une dernière idée phare, peut-être. Maxime, tu peux commencer. Oui, ben écoute, comme on m'a dit d'entrée de jeu que l'objectif du débat était pédagogique, je pense que je vais réinsister sur ce que je crois est la bonne façon d'approcher un problème de politique publique, et c'est de se dire... C'est sûr qu'il y a des perdants quelque part. Donc, si on a une mesure, fine, on voit c'est quoi les avantages. On devrait se demander c'est quoi les désavantages. Dans ce cas-ci, je trouve que les désavantages du salaire minimum à 15 $ sont de rendre dans une situation encore plus précaire une certaine proportion des travailleurs qui sont au salaire minimum et qui vont se retrouver probablement dans une situation qui était pire qu'avant qu'on fasse la mesure. Et ça, pour moi, c'est pas acceptable tant qu'on est capable de penser à d'autres façons de augmenter leurs revenus sans créer les distorsions économiques que le salaire minimum à 15 $
aurait nécessairement comme conséquence d'entraîner. Donc, je pense qu'on est mieux de penser à une augmentation graduelle du salaire minimum, peut-être plus 75 cents par année que 10 cents par année, définitivement. Puis après ça, penser en termes de autres services sociaux, qu'est-ce qu'on peut donner aux personnes démunies pour leur permettre de vivre leur vie dignement. Julien? Ben voilà, tu sais, personne devrait travailler à temps plein puis vivre sous le seuil de la pauvreté. Tu sais, ça devrait être juste inadmissible. Mais c'est l'état dans lequel le système capitaliste actuel nous plonge. Puis là, on veut juste avoir un salaire à peu près décent, levé de bouclier, tout le monde capote, ça va être la fin du monde, que ça soit aux États-Unis, ici ou partout dans le monde. Nous, ce qu'on dit, c'est que dans une situation comme ça, là, le problème, il n'est pas économique, là, il est politique. Il faut qu'on s'organise politiquement pour justement penser des alternatives à ce système-là qui sert le 1%. 15 $ de l'heure, c'est un pas dans cette direction-là. C'est depuis des années une revendication super porteuse. Je ne dis pas que c'est la seule, je ne dis pas qu'il faut juste se concentrer là-dessus, mais ça a beaucoup, beaucoup de potentiel, puis ça va chercher l'argent là où il est. Puis, bref, si on vit dans un système qui n'est même pas capable de nous offrir une vie décente, on n'a pas besoin d'un système comme ça. Un vrai système, une vraie vie décente, là, ça va être dans un système démocratique, ça va être dans un système socialiste où les gens vont avoir leur mot à dire sur la gestion des services publics, sur le sens du monde, du réseau de transport, sur la gestion de nos ressources naturelles, etc. Bref, j'invite les gens à s'impliquer dans la campagne pour le 15 $ de l'heure, à s'impliquer dans la campagne 15+, et puis éventuellement aussi dans Alternative Socialiste, s'ils veulent pousser la réflexion plus loin. J'adore vos fins de, Oui, vos fins belle de ouverture. promotion. Ben, merci beaucoup, les gars, d'être venus débattre de ça ici pour le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Je suis convaincu que la majorité des gens ont été assez éveillés. En tout cas, c'était assez riche là, comme débat, disons-le. Oui. Très bien. Donc, merci également au public qui est présent ce soir. Vous pouvez vous applaudir. Ben oui, public. Ben oui. Puis une bonne main d'applaudissement pour les débattants Ben aussi. oui, surtout. Hein. Une main d'applaudissement pour les invités. Merci aux gars. Vraiment, On un grand remercie merci. également le Brewpub Broye pour ce super lieu foisonnant d'idées, hein, Oui, disons-le. oui, de plus en plus. Disons-le. Qui ressemble beaucoup à une classe, je veux dire. C'est Ben un peu oui, quand troublant, même, en hein? fait. On est un peu dans une classe. Voilà le concept. Vous à la maison, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, allez aimer la page Facebook. On a un compte Twitter, compte Instagram également. Allez vous abonner sur YouTube pour aller voir les prochaines vidéos. Et on se revoit donc la semaine prochaine. Un grand merci. Yes! Bonne soirée à tous!